Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'INHA pour cette nouvelle séance des débats de l'INHA. C'est un cycle qu'on organise depuis le début de l'année 2024 et qui, chaque fin de mois, permet de croiser histoire de l'art et enjeux de société. Et c'est un cycle qu'on organise en partenariat avec le journal Libération et donc avec Claire Moulin qui nous fait le plaisir chaque mois de modérer ces débats. Ce soir, le débat se posera une question autour de la crise écologique et de comment faire de l'histoire de l'art, comment lire les images, comment les regarder au prisme de tous ces événements de cette crise écologique. Et pour cela, nous accueillons Grégory Kenneth et Estelle Zongmengal, que je vais laisser Claire présenter. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour vous laisser la parole. Merci. Merci Lucie pour cette introduction. Bonsoir à toutes et tous. Donc ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de débat de l'INHA. Lucie l'a dit, donc c'est à chaque fois l'occasion de mesurer un certain nombre d'enjeux de l'histoire de l'art à l'aune de questions de société. On s'est intéressé à plein de sujets, la censure, les restitutions lors de la dernière séance, la question de la réévaluation de la notion de travail, notamment de travail artistique, au mois de septembre. Et aujourd'hui, donc, on va s'arrêter sur une vaste question qui est celle du tournant écologique de l'art. Qui est une question tellement vaste qu'on va probablement tirer quelques fils seulement. Avec vous, donc Estelle Zongmengal, qui est historienne de l'art, et je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, et vous, Grégory Kenneth, donc historien environnemental, et peut-être vous nous expliquerez du coup un peu ce que ça recouvre. Et on va sans doute s'arrêter sur deux pans en particulier. Peut-être d'abord sur la révolution quand même qui frappe depuis quelques années les musées, qui souvent ont entamé une sorte d'examen de conscience et qui tentent de réfléchir aujourd'hui à leur impact écologique et à redéfinir un certain nombre de leurs usages. Et puis, d'autre part, évidemment, la question des représentations propres à l'histoire de l'art qui ont si longtemps fait de la nature un simple décor, ce qui évidemment a contribué à façonner l'imaginaire collectif qui est le nôtre aujourd'hui et aussi les conséquences assez désastreuses qui en découlent. Et peut-être on pourra s'arrêter aussi sur, peut-être avec vous Estelle en particulier, sur cette nouvelle génération d'artistes qui, au contraire, et d'artistes et de penseurs évidemment, dont vous faites partie tous les deux, qui proposent d'autres représentations du vivant et d'autres types de relations au vivant et à la nature, qui est sans doute un terme dont on va discuter d'ailleurs ce soir. Alors juste brièvement, mais un petit mot sur ce tournant écologique et quelques données sur la façon dont ça affecte très concrètement, disons, les institutions d'art, les musées. On voit que depuis quelques années, donc, il y a toute une série de nouveaux paramètres, notamment le fait que les musées aujourd'hui publient volontiers et même de façon très affirmée leur bilan carbone. Donc ça, c'est vraiment la folie de ces dernières années, avec certaines institutions qui sont d'assez mauvaises élèves. On pense évidemment au Louvre, qui affichait donc l'an dernier 4 millions de tonnes de CO2, soit donc 99% étaient attribués à la venue des visiteurs. Donc en fait, la principale source de pollution, ce sont les visiteurs, c'est la fréquentation. À titre de comparaison, un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 équivalent par an. Voilà, donc 4 millions de tonnes pour le Louvre et 11 tonnes pour un visiteur. Et donc évidemment cette question de la fréquentation, elle est hyper compliquée pour les musées, très retorse, puisque c'est à la fois il y a une injonction évidemment à accueillir toujours plus de public, une course à l'audience, et en même temps on sait que c'est l'endroit où ça achoppe un peu quoi sur les. On a vu aussi dans ces musées arriver se créer de nouveaux postes, donc les fameux RSE, RSO, pour responsabilité sociétale des organisations, donc visant à intégrer les enjeux de développement durable. On a vu aussi se créer parfois des départements entiers dédiés à cette question de l'éco-responsabilité dans les musées. On sait qu'ils s'adossent aussi de plus en plus à des structures extérieures
Je pense par exemple à une entreprise, je crois, qui s'appelle Les Augures, à Art of Change 21, par exemple, qui a été créée en marge de la COP 21 de 2014, et qui sont des structures qui aident les musées à progresser, disons, sur la voie de l'éco-responsabilité. On sait aussi que se sont créées ces dernières années des associations qui collectent et qui revalorisent les rebuts du secteur culturel, et c'est là aussi une grosse source de pollution en quelque sorte. Donc il y a notamment la réserve des arts installée depuis 2014 à Pantin et qui a ouvert une antenne en 2021 à Marseille. Voilà, qui sont aussi des lieux très fréquentés par les jeunes artistes notamment. Donc il y a tout un cycle comme ça de recyclage des matériaux qui se développe de plus en plus. Et puis, il y a aussi une réflexion en cours, évidemment, qui a notamment été portée par l'ICOM, par le Conseil international des musées, pour réévaluer les normes de conservation préventive. Et l'ICOM donc notait l'année dernière que ces normes datent d'il y a plus de 30 ans, donc notamment la question des températures, de l'hydrométrie, et qu'il est temps de les revoir. Voilà, ou en tout cas que c'est une question qui doit être ouverte. Peut-être parmi rapidement mes deux institutions qui ont effectué un travail intéressant ces dernières années sur ces questions-là. Il y a déjà le Palais de Tokyo qui porte depuis l'arrivée notamment de son nouveau directeur Guillaume Desanges il y a 2 ans un programme qu'ils appellent permaculturel. Donc qui vise à s'inspirer de la permaculture et qui donc envisage un espace, une gestion, disons, plus raisonnée du temps et de l'espace. Donc avec l'idée, c'est de baisser un peu la voilure des expositions, de mettre un coup d'arrêt aux super productions, au one shot, voilà, comme ça a été souvent longtemps le cas au Palais de Tokyo et comme c'est le cas dans beaucoup d'institutions. Ils ont créé cet espace qui s'appelle la friche, donc qui est une sorte de jachère au sein du Palais de Tokyo, qui permet à la fois à l'institution de reprendre un peu son souffle et en même temps de nourrir une espèce de compost intellectuel qui nourrit la programmation. Bon, c'est peut-être une question sur laquelle on peut revenir. Ça ressemble aussi parfois un peu à un coup de com', un peu, mais quand même ça pose un certain nombre de questions. Et puis l'autre musée intéressant à suivre sur ces questions, c'est le musée Ludwig à Cologne, où là aussi l'équipe, les conservateurs sont très cherchent eux aussi à jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire à la fois reformer les esprits, l'imaginaire collectif, et mettre en place un certain nombre d'actions à visée très, très concrètes. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, d'échanger avec Myriam Zvast, qui est une des conservatrices du musée Ludwig, et qui me disait, avec nos visiteurs et nos partenaires, nous formons une communauté d'apprentissage et prenons des mesures pour devenir climatiquement neutres d'ici 2035. Ces mesures concernent le bâtiment, nos processus de travail, nos produits et notre programme. Et elle était commissaire l'an dernier d'une exposition qui s'appelle Green Modernism. Et à cette occasion, elle a aussi évoqué un certain nombre de réticences quand même de la part de l'équipe. Et elle me disait, c'est pas toujours facile et parfois même douloureux d'abandonner certains standards de ce que nous considérions jusqu'alors comme un critère de réussite au sein des expositions. Mais nous avons compris que le White Cube, donc le format sacré, disons, occidental aussi de l'exposition aujourd'hui, fait partie intégrante d'un écosystème et est aussi en question, doit être aussi faire l'objet d'un questionnement, quoi. Voilà. Et donc, on voit que ces institutions font preuve quand même d'une certaine inventivité, d'un certain sens des responsabilités aussi. Et évidemment, elles sont aidées en cela par les artistes qui, depuis plusieurs années maintenant, ont mis ces questions à l'agenda et font de leurs œuvres des laboratoires pour penser donc le tournant de l'anthropocène, la relation au vivant, les relations interespèces, les droits de la nature. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces questions-là, de Pierre Huyghe à Thomas Saraceno, à Laurent Grasso avec lequel vous avez collaboré, Grégory. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer quelques-uns de leurs travaux.
Et donc c'est cette deuxième question, celle des représentations et de leur évolution dans les œuvres d'art dont on va discuter, voilà, évolution qui rend sans doute caduque une certaine pensée dite naturaliste, et qui oriente aujourd'hui certains artistes, mais aussi donc des penseurs, même des juristes, vers l'émergence d'un nouveau mode de relation au vivant, et qui propose donc plutôt que de séparer les humains et le reste du monde vivant, d'imaginer de nouvelles formes d'interdépendance, de nouvelles alliances. Voilà, pardon pour cette introduction un peu longue. Peut-être on peut démarrer sur, puisque c'était d'ailleurs signalé dans l'intitulé de la présentation de la rencontre de ce soir, par un phénomène d'actualité quand même qui a été assez marquant et qui a l'air de se clore aujourd'hui, mais qui est celui donc des actions spectaculaires menées par les militants écologistes dans les musées. Donc qui ont visé, je vais évidemment pas tous les citer, mais des meules de Monet à la jeune fille à la perle de Vermeer, au tournesol de Van Gogh, jusqu'à plus récemment la Joconde. Des actions qui ont laissé les établissements culturels souvent très tiraillés, disons, entre leur devoir de préservation des œuvres et de l'autre côté la redéfinition de leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique. Des actions qui ont été qualifiées d'éco-vandalisme par l'ancienne ministre de la Culture, quelques jours seulement après que l'ancien ministre de l'Intérieur, lui, ait taxé d'éco-terroristes les militants écolos qui étaient mobilisés sur le site de la bassine de Sainte-Soline. Donc on a vu voilà, une sorte de dialogue un peu de sourds se mettre en place entre ces militants écologistes d'un côté et les institutions visées qui souvent répondaient par des dispositifs aussi millimétrés, disons, que les attaques dont ils faisaient l'objet, quoi. Et donc peut-être, moi, il me semble qu'au-delà du malentendu que d'ailleurs vous semblez pointer, Grégory Kenneth, dans l'introduction de votre livre, quand vous dites qu'il y a quelque chose d'étrange d'opposer ainsi la vie à la vie des œuvres, peut-être qu'il est quand même intéressant de se dire que il s'agit peut-être pas tout à fait d'actes insensés ou impensés, mais peut-être au contraire d'une adresse très précise qui est faite au musée et à l'histoire de l'art en général. Et on le voit que notamment les œuvres visées c'est souvent pas n'importe quelles œuvres, ce sont souvent des œuvres qui ont trait à la nature, souvent des œuvres qui rendaient compte aussi de ce moment de bascule entre la civilisation pré-industrielle et la grande accélération. Donc ce moment de rupture qu'on appelle aujourd'hui anthropocène, ou des œuvres qui mettaient en jeu la question du dialogue entre le vivant et l'inanimé. On a vu aussi, bon, évidemment, qu'ils ont pris grand soin de ne pas détériorer réellement les œuvres, puisque donc, on sait que c'était à chaque fois des œuvres protégées par des vitres. Et aussi, il y avait ce geste quand même très intéressant qui était de se coller littéralement aux œuvres. Voilà, ce qui peut être interdit quand même comme de dire, comme l'a fait la ministre de la Culture à l'époque, que ça donnait l'impression que la culture et l'écologie étaient antinomiques. Alors peut-être commençons, peut-être Grégory avec vous, si vous voulez bien, là-dessus, sur voilà, ce que ça dit, ce geste-là. Et juste parce que je ne vous ai pas présenté, donc vous êtes professeur d'histoire de l'environnement à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes un des pionniers donc, de l'histoire environnementale en France, et vous travaillez donc, vous utilisez le prisme écologique pour revisiter, interroger l'histoire de l'art. Vous avez publié donc Qu'est-ce que l'histoire environnementale en 2014, Versailles, une histoire naturelle qui est parue à la Découverte en 2016, et donc un livre plus récent cette année, De l'écologie au musée, un après-midi au Louvre, publié chez Macula, voilà, dont on va sans doute parler et que vous êtes venu présenter d'ailleurs ici il y a quelques jours. On commence sur cette... Merci pour cette question, parce que c'est une question légitime et à laquelle les musées ne peuvent pas se soustraire. Après, cette question est-elle bien posée ? C'est ce que je voudrais formuler comme interrogation. Et d'ailleurs,
on peut se dire que si on regarde un petit peu ce que les raisons que les militants donnent même à leur acte, c'est pas forcément cette interrogation sur la dimension écologique ou non écologique de l'œuvre, c'est tout simplement, ils sont eux-mêmes le produit de cette forme du musée monde, du musée global. Pour avoir une audience extraordinaire, eh bien, il faut attaquer un tableau, et si le musée n'était pas devenu, dans les années 1990, un musée global, mondial, avec ses expositions monstres, avec cette circulation internationale des œuvres dont on critique aujourd'hui le poids, l'impact, sans doute aurait-il choisi autre chose, comme d'attaquer une usine ou une banque, je ne sais quoi. Donc eux-mêmes, ils sont pris dedans. Après, est-ce que la question est bien posée? Ce geste signifie qu'il faudrait attaquer de l'extérieur des musées, comme s'ils avaient laissé à leur porte tout un tas d'êtres, de questions, de phénomènes, et qu'il fallait en quelque sorte les prendre d'assaut pour faire rentrer de force tout ce qui n'y est pas. Je ne partage pas cette position-là, parce que ce que j'ai fait dans ce livre sur le Louvre, c'est au contraire une enquête qui montre qu'à l'intérieur se trouve tout un tas de phénomènes, de dispositifs, de gestes, de pratiques qui sont d'ailleurs, dont un certain nombre d'acteurs ont même conscience, mais qui ne sont pas qui ne font pas partie de la muséographie, qui ne sont pas racontés, qui ne sont même pas visibles. Voilà. Et donc, s'il s'agit de transformer ce dont on hérite, eh bien, il faut trouver des prises de réel. Et ces prises de réel, je pense qu'elles sont beaucoup plus efficaces si de l'intérieur, on cherche des leviers qui vont mettre en mouvement l'institution. C'est impossible. Mais par contre, la question qui est posée est tout à fait légitime. Peut-être avant de vous repasser la parole, Grégory, et peut-être d'expliquer un peu le propos du livre et cette façon que vous avez justement de faire dialoguer ce que vous avez, je crois que dans l'introduction même, ce dialogue entre le dedans et le dehors, qui est aussi une question qui vous intéresse, Estelle. Quand même un mot aussi sur ce phénomène qui était quand même très très fort, voilà, d'interpellation des musées. Et je précise que là aussi, l'ICOM, donc qui est je sais plus de quoi c'est l'acronyme exactement, mais l'international des musées, là aussi a eu quand même des propos assez forts et assez audacieux, je trouve. Ils n'ont pas du tout alors avec un petit train de retard, mais ils ont dit finalement cette interpellation des musées prouve que le musée est au cœur aussi de ce débat. Enfin, ils n'étaient pas dans ce rejet, en tout cas, comme certains directeurs, directrices d'institutions ont pu l'être de façon assez forte. Oui, alors c'est une question sur laquelle je suis probablement moins compétente que Grégory pour y réfléchir, parce que je pense assez peu au dispositif musée dans mes recherches, en vérité. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ces militants ont très bien compris le dispositif de mise en valeur et de mise en attention que constitue un musée, une exposition, et en mettant en tension le fait que, pour certains tableaux qui ont été choisis, qu'on aime à regarder les représentations de milieux qui sont parfois effectivement en train d'être profondément abîmés, détérioré. Et donc, pour moi, depuis l'endroit de mes recherches, ça m'évoque quand même cette tension très forte qui parcourt l'histoire de l'art, parce que je suis spécialiste, entre guillemets, de la peinture de paysage, et il y a quand même toujours cette tension que par exemple, au XIXe siècle, il y a une sorte de goût très grand pour la représentation de la forêt, plus particulièrement des sous-bois. Tout d'un coup, sans qu'il y ait d'explication parfaitement limpide, à partir de 1820 jusqu'au début du XXe siècle, alors que c'était pas du tout, comment dirais-je, quelque chose d'aussi marqué dans les milieux représentant la peinture de paysage. Tout d'un coup, on va avoir partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, une représentation massive vraiment de sous-bois, c'est-à-dire de représentation immersive de la forêt. Et il y a une chercheuse en littérature russe qui s'appelle Jane Kostlow, qui fait l'hypothèse, en tout cas pour ce phénomène-là en Russie à ce moment-là, au XIXe siècle, que probablement cela a à voir avec les phénomènes de déforestation massive, comme c'est le cas aussi à Barbizon en partie, même s'il n'y a pas
à Barbizon, ce n'est pas la déforestation qui a créé l'intérêt pour la forêt. Mais en Russie, ce que dit cette chercheuse en littérature russe et en culture russe, elle dit probablement l'intérêt pour la forêt en Russie dans la deuxième moitié du XXe siècle dans la peinture et dans la littérature, c'est parce que ce milieu qu'on pensait être toujours là, qui faisait partie des paysages familiers, tout d'un coup disparaît et donc se met à être extrêmement, comment dirais-je, visible paradoxalement. Donc c'est ça, c'est cette tension toujours un peu étrange dont traite aussi Grégory dans son livre, que c'est au moment où les choses disparaissent que tout d'un coup elles sont mises parfois, c'est pas systématique, mais souvent qu'elles sont mises en attention dans les œuvres. Et donc c'est aussi cette tension-là, à mon sens, que cette action interroge, c'est-à-dire le fait que que l'attention et la valeur de quelque chose apparaissent avec sa perte. Et donc, c'est comme si c'est une manière, on nous replace, pour moi, cette action nous replace aussi dans cette tension-là. Et Grégory, alors, sur ce que vous avez fait dans ce livre, et peut-être sur la façon dont vous faites apparaître, alors, je ne sais pas si c'est des sous-bois, mais peut-être raconter brièvement quand même mais le dispositif du livre, puisque donc vous arrêtez en particulier sur 5 salles. Voilà, comment vous l'avez construit et qu'est-ce que vous avez cherché à faire apparaître? À l'origine de ce livre, c'était des cours que je donnais à Sciences Po, quand j'avais créé là-bas ce qui était le premier cours en histoire environnementale en France en 2009, à la demande de Bruno Latour. Et des gens voyaient monter une forme d'anxiété, de pessimisme des étudiants, qu'on n'appelait pas encore l'éco-anxiété parce que c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Et dans ce cours, l'histoire environnementale, ça consiste à repeupler le monde. Le monde a arrêté de parler, enfin la nature, entre guillemets, a arrêté de parler, le monde s'est dépeuplé, et moi, comme historien de l'environnement, je le repeuple à partir des archives, avec tout un tas d'êtres, mais des êtres non humains, des vrais, qui mangent, qui bougent, qui se reproduisent, dont j'aime connaître la taille, le poids, l'interaction avec une biodiversité, etc. Et donc, c'était un petit peu en quelque sorte un défi, en disant, est-ce qu'on peut aller dans un lieu qui est juste à côté, il suffit juste de traverser la Seine, ce qui était une manière de dire aux étudiants, eh bien, vous qui faites des masters sur l'environnement, vous ne sortez jamais de la salle de cours, puisque c'est une réalité. Hein. Les seuls qui font des visites de terrain, c'est ceux qui travaillent sur les grandes métropoles. C'est assez paradoxal. Mais ceux qui travaillent sur la nature, ils restent toujours dans la salle de cours. Ce qui était contradictoire avec l'intuition d'histoire environnementale. Hein. Quand Roderick Nash a créé le premier cours en histoire environnementale aux États-Unis en 1969, il avait dit à l'intersemestre à ses étudiants qui demandaient le conseil de lecture, il disait non, je ne vous donne pas de liste de lecture, partez, voyagez dans les États-Unis, sortez de la salle de cours. Alors à l'époque, il disait prenez votre moto, ce qu'on dirait plus forcément aujourd'hui. Mais bon. Et donc voilà, donc on a commencé à tester. Et du coup, j'ai fait une enquête. Et cette enquête, je me suis posé une contrainte qui est de dire je ne vais utiliser comme matériau que des choses qui sont conservées dans le musée. Et donc, je suis allé aux différents centres de documentation qui existent. Chaque département a un centre de documentation. Et j'ai commencé à sortir des cartons à partir d'œuvres que j'ai commencé à sélectionner. Et donc, effectivement, je n'ai utilisé que des choses qui étaient dans le musée, mais qui étaient invisibles ou méconnues ou totalement oubliées. Qui est une manière de dire c'est à l'intérieur. Alors je me suis posé la question évidemment de la peinture de paysage. J'ai décidé d'écarter la peinture de paysage parce qu'en quelque sorte c'était trop évident et puis ça m'aurait demandé un travail colossal pour reparcourir toute l'histoire et toute la tradition de la peinture de paysage. J'ai d'autres éléments. Et finalement ce qui a surgi comme fil directeur, comme fil rouge, c'est pour ça que le livre c'est aussi un livre sur l'architecture au fond, c'est de dire le musée s'est créé en arrachant les œuvres à leur environnement. C'est le geste fondateur, l'article Louvre dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, écrit par le Chevalier de Jaucourt, qui dit les statues d'extérieur sont abîmées par la pluie, par le vent. Il y a le Louvre qui existe et il faut faire de ce palais un endroit où on va les mettre pour les protéger. Et c'est la naissance de la conservation des œuvres. Et donc il y a cet arrachement. Et au même moment, Quatre Mères de Quincy, dans les lettres à Miranda, dit il faut surtout pas faire ça, parce que ces statues, elles sont liées à une lumière particulière, à la
lumière d'Italie en particulier. Et donc, si on les arrache, on va perdre une partie de l'œuvre d'art elle-même, le modelé, l'expérience de l'œuvre d'art. Évidemment, il a perdu. Mais le fil rouge, la perspective que j'ai dit, c'est qu'en fait, au lieu de faire une séparation, au contraire, ça a fait rentrer un extérieur dans un intérieur. Et en ce sens-là, c'est très latourien, enfin, c'est-à-dire qu'on a cru qu'on avait séparé nature et culture, ce qui en réalité a multiplié des hybrides qui sont partout. Et donc, on va faire des enquêtes pour montrer ces hybrides-là. Et à partir de là, j'ai sélectionné donc 5 œuvres qui sont 5 modalités différentes de ce que fait un extérieur qui rentre dans un intérieur. Donc, par exemple, le premier chapitre, c'est une question très simple. Qu'est-ce que ça signifie de mettre une statue d'extérieur monumentale, qui était place des Victoires, dans un intérieur? Il y a 600 mètres entre la place des Victoires et l'endroit où cette statue est aujourd'hui, hein, cette cour recouverte d'une verrière par paille. Et eh bien, c'est tellement compliqué que la statue, les captifs de Desjardins ont mis 2 siècles pour faire ces 600 mètres. Et donc l'enquête, c'est de voir comment est-ce qu'on met 2 siècles à faire 600 mètres, en passant par d'autres endroits, les Invalides, Sceaux, etc. Et comment ça fait bouger tout un tas de choses. Voilà. Est-ce que du coup ça contredit l'idée du musée aussi comme un milieu purement artificiel et est-ce que cette notion de permaculture institutionnelle, qui était le terme employé, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que vous... Mais c'est nous qui très récemment l'avons vu comme un lieu totalement artificiel. Mais quand on rentre à l'intérieur du musée, il y a des travaux de référence, Rubio par exemple sur les réserves, on sait que gérer les réserves d'un musée, c'est plein de problèmes pratiques, la conservation, la patine, c'est un problème pratique, l'humidité est constamment réglée, ça n'arrête pas de bouger à l'intérieur. Mais à un moment, on s'est mis à croire qu'effectivement c'était totalement artificiel, et on s'est mis à croire à cette histoire qu'on racontait. On peut raconter des histoires tout en sachant que ce n'est pas vrai. Les conservateurs passent leur temps à gérer des problèmes écologiques, mais jamais ils ne vont dire c'est une question écologique. Et effectivement, quand on va arriver à cette question, ils vont avoir plutôt l'impression qu'on veut leur imposer une question qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du tout partie de leur travail. Mais si vous l'abordez par introduit en disant qu'est-ce que c'est quand vous déplacez des œuvres, comment est-ce que vous gérez la question de l'éclairage des musées, par exemple. Le fait que cette chose qui s'est imposée au XIXe siècle, qui est la lumière zénitale par des verrières, c'est une question complètement fausse parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Les œuvres n'ont jamais été faites pour être éclairées par en haut, par des verrières, et donc on les voit jamais bien. Tous les conservateurs le savent. Il y a des problèmes, mais ils ne vont pas nommer ça écologique. Et donc le geste, ça a été de dire d'écologiser le musée, ça a été de partir de ça pour révéler ces processus et lancer un appel à l'histoire de l'art, mais aussi au musée, en disant vous pouvez changer à la fois l'écriture de l'histoire de l'art, mais aussi changer la muséographie, puisque tout ça est absolument invisible. L'histoire que je raconte sur les captifs de Desjardins, c'est une salle, cette salle recouverte d'une verrière. Une part n'est écrit que c'était autrefois une cour extérieure dans laquelle il y avait des chevaux, puis après des voitures, que c'est Paye qui a voulu, quand il a recouvert d'une verrière, qu'on mette des statues d'extérieur dedans pour rappeler que c'était un extérieur, que c'est le seul endroit du Louvre dans lequel il y a des arbres. C'est-à-dire qu'il y a un jardinier qui passe, lorsque le musée est fermé, arroser les arbres, qui sont un peu ridicules parce que c'est des ficus qu'on a mis dans des bacs à oranger pour faire grand siècle, alors que ça ne va pas du tout ensemble. D'ailleurs, ils n'ont pas une bonne tête du tout. Mais tout ça, c'est pas du tout raconté. Et cette statue, c'est le premier bronze qui n'a pas été remis à neuf et qui a été restauré de telle sorte que soient gardées les traces de la pluie. Mais nulle part c'est écrit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la muséographie. Mais après, je pense que c'est le sujet des salles, c'est qu'après il y a un certain nombre, il faut faire sauter les verrous conceptuels, pour pouvoir avancer. Alors Estelle, justement, un mot quand même pour vous présenter, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Donc vous êtes historienne de l'art, vous avez enseigné un temps à SPIP, donc le master d'expérimentation en art et politique créé par Bruno Latour à Sciences Po Paris. Et vous êtes actuellement, vous dirigez la chaire Habiter le paysage, pratiques artistiques d'hospitalité pour le vivant aux Beaux-Arts de Paris. Et vous avez entamé un cycle
ces 2 dernières années, je crois, avec le chorégraphe Jérôme Bell, donc du côté du spectacle vivant, avec notamment le spectacle danse non humaine que vous avez présenté au Louvre au printemps. Ah oui, c'était déjà l'automne 2023, d'accord. Et vous avez publié plusieurs livres, dont Esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain, en collaboration avec Baptiste Morisot, le philosophe Baptiste Morisot, au Seuil en 2018, et Apprendre à voir, le point de vue du vivant, chez Actes Sud en 2021, donc qui est peut-être là aussi l'objet qui va le plus nous intéresser ce soir. Mais donc Grégory parlait de cette injonction, enfin pas de cette injonction, mais de cet appel, disons, à sortir aussi, à aller voir ce qui se passe dehors ou ce qui se passe à l'intérieur du musée, mais qui proviendrait de l'extérieur, du dehors. Et vous faites aussi ce mouvement de va-et-vient en quelque sorte. Vous croisez aussi les approches entre donc histoire de l'art, le point de vue du peintre notamment, le point de vue du naturaliste. Comment vous articulez tout ça et qu'est-ce que vous êtes allé chercher en fait dans ce dialogue-là et puis peut-être ensuite on pourra parler des moments de bascule aussi, de la question de la représentation de la nature. Mais déjà sur votre méthode, disons, sur votre... effectivement, dans Apprendre à voir, j'ai l'impression qu'il faut lever un lièvre assez rapidement. Je sais pas, au sens où il y a plusieurs sens d'écologie qui vont être mobilisés au cours de cette conversation. Le terme d'écologie a sémique et peut-être que ce serait plus clair si, je sais pas, si on commençait un petit peu à déplier, parce que moi ça m'est apparu très fort en lisant le livre de Grégory. Donc par exemple, c'est assez inélégant de ma part parce que du coup j'essaie parce que j'en ai moi-même besoin pour situer mon propos. Quand Grégory dit en fait l'écologie, donc le livre de Grégory s'appelle L'écologie au musée, et donc il dit en fait l'écologie a déjà lieu au musée parce que il s'intéresse vraiment aux relations des œuvres à leurs conditions d'existence et au fait que c'est tout un tas d'acteurs non humains, tu me corriges si je dis des grossièretés, d'acteurs non humains comme la température, l'hygrométrie, la poussière, la lumière, etc. Des actes de soins divers opérés par des humains divers dans ce cadre qui, en fait, maintiennent la vitalité, ou en tout cas de l'œuvre d'une œuvre. Donc c'est écologie dans ce sens à mon sens, c'est ce que j'ai compris en lisant ton livre, tu me dis si ce n'est pas le cas, mais où justement on prend en compte le fait, les conditions matérielles de possibilité des entités, des êtres, etc., comme étant absolument essentielles et même définitoires de qui sont ces entités et ces êtres. Et c'est justement une partie de ce que notre tradition culturelle et scientifique, en tout cas en histoire de l'art aussi, évidemment, a eu tendance à oblitérer, comme si en invisibilisant les conditions matérielles d'existence qui nous concernent, mais aussi des objets dans le cadre du livre de Grégory. Moi, dans mes recherches, je n'utilise jamais le terme d'écologie. Déjà, je me suis rendu compte de ça avant d'arriver. J'utilise très peu le terme d'écologie parce que justement, c'est un terme tellement polysémique que j'ai l'impression que c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, il faut beaucoup de précautions à chaque fois qu'on l'emploie. Et donc, mais ça se rattache, bien sûr, on appartient à la même famille d'une certaine manière avec Grégory, au sens où je vais avoir aussi des préoccupations environnementales que j'essaie d'introduire en histoire de l'art, mais moi, ça va prendre une autre forme qui est que, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la manière dont notre culture, les formes d'attention qu'a eu notre culture pour le monde vivant, les formes d'attention et de valorisation ou non, et comment ça se traduit dans des représentations. Donc,
j'ai vu que tu faisais une distinction dans ton livre entre écologie au musée et écologie des images. Je sais pas si, peut-être que je rentre, je sais pas exactement, peut-être que je rentre plus dans l'écologie des images, mais au sens où je m'intéresse effectivement plus aux représentations qu'aux objets eux-mêmes. Et donc, ce que j'ai essayé de mettre en place dans Apprendre à voir, qui est un peu le livre qui ouvre cette démarche-là, une démarche éco-critique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est effectivement d'essayer de comprendre comment le monde vivant, c'est-à-dire les milieux, les plantes, les animaux non humains, avait été présent dans notre tradition, notamment picturale, et donc je parle beaucoup de la peinture de paysage notamment, et comment ça révélait la place qu'on avait donnée à ces êtres-là. Et en l'occurrence, je repère, donc c'est vraiment dans une sorte, si vous avez lu Les Formes du visible de Philippe Descola, on va dire c'est comme si je menais mon petit bout de chemin juste dans la partie naturalisme de la dans la partie naturalisme de comment dirais-je, dans la seule cosmologie naturaliste parmi les 4 cosmologies qu'identifie Philippe Descola. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de comprendre la place du monde vivant chez nous. Et donc, ce que j'identifie dans Apprendre à voir, c'est que très souvent, le monde vivant est bien sûr omniprésent dans les œuvres de notre tradition, mais que bien souvent, pas tout le temps évidemment, il est représenté pour porter des significations, des histoires, des émotions humaines. Que ce soit quand une plante ou un animal est convoqué sous la forme de symboles, de métaphores, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement cette plante, sa forme de vie qui nous intéresse, mais plutôt la signification humaine qui lui est attachée. Et on doit traverser cette plante pour accéder au sens humain caché. Ou alors, dans le cas de mobilisation, on va dire des paysages, plus comme des occasions de projection d'émotions humaines, c'est-à-dire qu'on y retrouve des émotions personnelles ou métaphysiques, collectives, qui seraient, comment dirais-je, impulsées par certains types de paysages, certaines atmosphères, comme l'automne, etc. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup intriguée d'en apprendre à voir, de constater que à la fois il y avait une omniprésence bien sûr du monde vivant, de notre tradition, mais qu'aussi il y avait une forme d'absence, au sens où, dans bien des cas, le monde vivant n'est pas présent avec ses propres histoires, ses propres significations, mais pour porter les nôtres, et que finalement on s'intéressait aux autres quand ils parlaient de nous. Et finalement je fais des raccourcis, mais on est dans ce cadre-là, c'est propice. Et donc j'essaye aussi, comme c'est la question de l'attention au monde vivant qui m'intéresse, j'ai essayé aussi de voir comment d'autres y avaient procédé, pas seulement des peintres, mais aussi des femmes naturalistes, parce que ce qui m'intéresse dans ce livre, et je vais m'arrêter là, c'est la question justement des styles d'attention, et qu'il y a des manières de prêter attention qui se retrouvent à partir dans différents médiums. Dans l'écriture de ces femmes naturalistes ou en peinture. Et notamment, ce qui m'intéressait, c'était des styles d'attention qui allaient un peu à l'encontre d'un style d'attention qu'on pourrait qualifier très rapidement de naturaliste moderne, c'est-à-dire désanimant, mécanisant, réductionniste, qui privant d'intériorité, la possibilité d'avoir des intériorités à l'égard des autres vivants que nous, etc. Mais du coup, peut-être sur ces histoires aussi de classification, pas contre lesquelles vous allez, mais que vous essayez de dépasser. Ça serait quoi aussi, si on devait les jalons, disons les ruptures aussi, dans cette histoire des représentations
Est-ce qu'on peut un peu, là, de façon un peu didactique, disons, mais noter des moments de bascule jusqu'à notre l'ère dans laquelle on est entré là il y a quelques. Je vais être. Et qu'est-ce qui s'est basculé en fait? Oui, bien sûr. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de. Enfin, je vais peut-être vraiment être très pessimiste, mais il n'y a pas vraiment de bascule au sens où, oui, du coup, il n'y a pas vraiment de linéarité, c'est-à-dire que c'est pas qu'avant on s'était trompé et que maintenant on voit, maintenant on prête de la bonne manière attention aux vivants, et que du coup, c'est ça qui est très. Et donc pour moi, ça n'appartient pas à une époque. Le fait de, comment dirais-je, de prêter attention aux vivants dans ce qu'il a d'autonome, d'agentivité, de signification propre. Je n'ai pas trouvé de période dorée de ce style d'attention, où tout d'un coup, à une époque ou dans un pays, tout le monde, enfin en tout cas dans le monde occidental, où tout le monde serait au diapason. C'est plutôt, jusqu'ici, ce que je trouve plutôt, c'est plutôt des œuvres singulières où tout d'un coup peuvent être perçus en analysant précisément la composition, les choix du peintre, et effectivement ce que dit Grégory dans le dernier chapitre de son livre est très important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas interpréter de manière environnementale des œuvres, c'est effectivement pas, ça exige énormément de précautions. Au sens où effectivement ce sont il faut savoir exactement ce qu'on va chercher, essayer de pas comment dirais-je, trouver ce qu'on veut, ce qu'on a déjà décidé de trouver par avance, et non pas non plus faire, je sais pas comment, en tout cas, le cri de l'historienne de l'art probablement, c'est d'essayer de ne pas réduire les œuvres, de ne pas réduire leurs multiples sens, et donc bien sûr, même quand je choisis une œuvre pour faire une interprétation, c'est un sens possible. Ça ne veut pas dire que le tableau est une sorte de champ unique au monde vivant, et qu'il y aurait bien sûr d'autres manières d'interpréter. Pour revenir à ce que je disais avant, c'est plutôt ça, pour moi, l'enjeu d'une histoire environnementale de l'art, c'est-à-dire c'est d'aller contre un certain monopole de l'interprétation d'interprétation des plantes, des animaux, des milieux dans les œuvres, qui historiquement a eu tendance à trouver qu'on arrivait quelque part quand on trouvait une signification humaine cachée à ces êtres-là sur la toile. On avait le sentiment que tout d'un coup ça faisait sens, essayer d'aller contre cette habitude-là, qui est une sorte de fantôme comme ça qui parcourt l'histoire de l'art, et essayer de pluraliser les interprétations, et à côté d'interprétations symboliques qui restent tout à fait pertinentes dans plein de cas, ajouter la possibilité que peut-être, si on trouve des indices dans la composition de la toile, dans les choix du peintre, que peut-être cet oiseau, ce vautour par exemple, n'est pas là simplement comme symbole de, je ne sais pas, rapacité, ce qui n'a rien à voir avec le vautour, mais comme pour faire apercevoir son mode d'existence sur la toile, et que c'est quelque chose qui peut légitimement intéresser un peintre. Donc c'est plutôt ça l'enjeu. Et il n'y a pas vraiment... d'histoire linéaire où on pourrait raconter des sortes de... comment dirais-je, il n'y a pas d'homogénéité par période, par mouvement, par école. Je ne pourrais pas vous dire, l'impressionniste, c'est vraiment le grand âge de... Pas du tout. C'est comme si c'était, je ne sais pas, des sortes de linéaments souterrains, souterrains, ou en tout cas un petit peu en marge ou à contre-courant d'un style d'attention dominant dans la culture occidentale. Donc c'est par éclat, on va dire, pour moi. Ouais. Grégory, peut-être, je voulais revenir sur quand vous dites, alors je ne sais plus où je l'ai lu, mais que la transformation écologique des musées, je reviens à la question du musée, doit passer avant tout par les collections. Du coup, est-ce qu'il faut entendre, c'est-à-dire une relecture des œuvres comme vient de le dire Estelle, par un prisme plus ouvert et plus polyphonique, ou est-ce que réellement c'est la nature même qu'est-ce que vous entendez par là?
on a deux chemins différents, et là c'est l'endroit où ils se touchent. Les deux chemins sont différents. À mon tour de formuler comment je vois. Parce que je comprends ton travail, c'est que tu travailles à partir de la façon dont le naturalisme a produit de l'extériorité. Produit de l'extériorité par des images qui représentent, qui sont voilà, ce que Descola écrit, on va appeler nature, et on extériorise tout un tas de choses en le coupant du social et de la société. Et toi, tu travailles. Est-ce qu'on peut, à partir de composer d'autres liens, faire monde autrement avec cette extériorité, et composer d'autres liens, développer ce que tu appelles de l'attention. Le chemin que moi je prends est différent, aussi parce que je suis historien, qui est de dire, est-ce que il n'y aurait pas quelque part une histoire commune entre tout un tas d'êtres? C'est ce que je cherche, une histoire commune à tout un tas d'êtres. Et à partir de là, c'est la distinction que je pose, qui est le fait non pas de traiter des images. Les images, c'est ce qu'on produit, cette extériorité, la peinture de paysage. Moi, je m'intéresse aux œuvres, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais des images, on ne voit que des œuvres, en un lieu donné, avec une lumière particulière, une hygrométrie particulière, dans un bâtiment, situé un certain jour, situé d'une certaine manière. Et donc, il y a une forme d'histoire commune, mais cette histoire commune n'est pas une unité perdue. Je ne pense pas qu'il y ait une unité perdue originelle, mais c'est plutôt un rapport dialectique. C'est plutôt un rapport dialectique. Donc, en ce sens-là, le point de connexion, c'est qu'on va partir tous les deux des œuvres, effectivement. Mais moi, je vais chercher dans le rapport à l'œuvre cette histoire commune à travers tout un et ce que j'appelle le désajustement. Je me suis intéressé à la façon dont, chez Descola, la façon dont dans les deux versions différentes qu'il y a, l'exposition au Quai Branly, puis après la fabrique, les formes du visible, il substitue un mot à un autre. Dans la fabrique des images, il utilise le mot contiguïté, qu'il remplace par continuité dans les formes du visible. C'est-à-dire que dans les formes du visible, pousse plus loin le travail conceptuel en disant, eh bien, l'image, cette forme d'extériorisation produite par le naturalisme, elle crée un monde continu et unifié. Alors qu'il y a une autre voie qui est présente dans la fabrique des images, c'est-à-dire que la contiguïté, c'est un ensemble d'éléments, d'objets, de sujets regardants, et le monde n'est pas unifié. Entre deux, eh bien, on peut créer de la dialectique. C'est pour ça, par exemple, que ce qui m'intéresse dans la collaboration avec les artistes, ce n'est pas les artistes qui vont chercher à délivrer un message écologique à travers des œuvres. Je crois que certains essayent de le faire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est trop démonstratif, trop didactique. Enfin, mais ce qui m'intéresse, c'est par exemple les artistes qui font des enquêtes. Vous avez cité Laurent Grasso, j'ai travaillé aussi avec Vincent Chevillon qui me fait l'amitié d'être là ce soir, qui dans son travail photographique d'enquête, d'abord dans les réserves des musées, puis aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, à travers les cétacés, eh bien, pour moi fait exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il cherche une histoire commune, mais qui n'a jamais été unifiée. Et là, on est face à une question qui, du coup, une tension, une ambivalence qui traverse la modernité, puisque cette modernité industrielle, urbaine, technique dont parlait Estelle, qui produit la peinture de paysage. Effectivement, ce moment où on s'éloigne de la nature, qu'on se met à la représenter de plus en plus, ce moment où on détruit la nature, qu'on devient écologiste. Tant qu'on n'a pas détruit la nature, on a assez peu besoin d'être écologiste. Donc le mieux d'ailleurs, ce serait de ne pas du tout avoir besoin d'être écologiste. Et là, enfin, on aurait résolu la question. Et donc, il y a cette conscience malheureuse, mais qui traverse tout le 19e siècle, le sentiment d'une unité perdue du monde. Ceux qui écrit l'école de Francfort, par exemple, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire la technique, la civilisation marchande, la culture du masque nous ont fait perdre une unité du monde qui peut-être n'a jamais existé. Il s'agit de faire attention de pas de se garder de ceux qui vont recréer une unité comme Hegel, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, eh bien, on va créer des rapports dialectiques et nous, comme sujet, on va créer de la contiguïté, on va se déplacer, et c'est ce qui nous permet, alors c'est une question aussi qui m'intéressait par rapport au titre de la chaire d'Estelle, c'est ça qui, à mon sens, permet d'habiter le monde. On n'habite pas le monde, pour moi, comme si on était au milieu du monde, dans un flux continu d'énergie, d'échange avec des êtres. On habite le monde qu'à travers, en tout cas dans le contexte naturaliste, qu'à travers des formes.
On est un monde qui a produit un nombre de formes incroyables. On collectionne des objets, on construit des maisons, on construit des villes, on a des artefacts partout. Et c'est ça notre médiation au monde. C'est jamais un rapport direct. Alors on peut dire, eh bien, justement, tout le tragique est là. Et il faudrait passer dans un monde dans lequel il y a une relation directe avec les autres. Être animiste, ou je ne crois absolument pas qu'on puisse le devenir. D'ailleurs, Philippe Descola, à ma connaissance, ne pense pas qu'on puisse le devenir. Mais du coup, eh bien, il faut travailler à partir de ces formes et les habiter autrement, les mettre en mouvement, utiliser ces potentialités-là. Mais c'est des voies différentes. On en a fait au Musée du Louvre un débat avec Philippe Descola, dans lequel qui a commencé par cette question, bien finalement le rapport œuvre-image. Et Philippe Descola a dit d'entrée, je ne m'occupe pas des œuvres. Comme anthropologue, je ne m'occupe que des images. C'est quand même, alors, la question, enfin, c'était extrêmement intéressant de le formuler, mais dans ce cas, là, la question que j'ai, c'est comment est-ce que notre monde naturaliste occidental, quel salut a-t-il? Quel est notre salut? Quelle est notre rédemption possible? Sauf que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé au Collège des Bernardins aussi avec des théologiens. Et donc, c'est une question qui n'était pas du tout la leur, hein, mais c'est une question que j'ai formulée en travaillant avec eux. Et bien, notre salut, notre rédemption, il est dans la capacité à hériter et à habiter autrement ce dont on hérite. Ce qui veut dire d'ailleurs que pour la question de l'empreinte écologique des musées dont vous êtes partis, hein, il y a une question générale aujourd'hui, c'est qu'on peut dire il faudrait changer de monde, repartir à zéro. Mais repartir à zéro en termes de bâti, de tout, ça produit autant de carbone qu'on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il suffit de lire Jean-Baptiste Fressoz. Si on applique la transition écologique qui est de remplacer un monde matériel par un autre monde matériel, en rasant ce qu'on a fait avant, ça produit autant de carbone que si on continue notre monde fossile. Donc il faut inventer autre chose entre les deux, c'est-à-dire habiter autrement ce dont on hérite. En fait, c'est ça ma question. Estelle, vous voulez peut-être... Oui, là, ça crée des résonances évidemment, mais je pense que aussi c'est un autre point de contact dans le travail entre le travail de Grégory et le mien. C'est que moi aussi, c'est ça qui m'habite beaucoup. C'est, je ne sais pas si j'aurais dit habiter autrement selon ton hérite, mais c'est la question effectivement de l'héritage de cette culture occidentale, naturaliste, moderne, et que je pense aussi qu'il faut apprendre à bien hériter, ou en tout cas, ou à faire le partage, la distinction, passer le scalpel dans notre héritage entre ce qui nous semble fertile et ce qu'on peut rejeter aujourd'hui aussi comme toxique. Mais parce que dans ma démarche d'historienne de l'art, ce qui est très important pour moi, c'est que je regarde constamment la tradition occidentale. C'est vraiment mon terrain. Je pourrais aller chercher d'autres cultures qui ont un rapport beaucoup plus riche, pluriel avec le monde vivant, mais ce n'est pas ce que je fais. Et de tenir ensemble deux dynamiques qui est à la fois d'observer dans les œuvres la construction de la nature comme extériorité dans notre culture, de voir qu'on a, comme le fait Philippe Descola, de voir qu'on a effectivement des images qui montrent la construction de cette figure-là et de ce rapport relativement toxique au monde vivant qui probablement joue son rôle dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a ce pan-là qui est un pan de, on va dire, de relecture critique, disons. Et il y a un deuxième pan qui est le pan de croire, ce qui est un peu... Parfois, certains matins, je me dis que c'est quand même un acte de foi, mais de croire que dans cette même tradition qui est responsable de ces relations toxiques au monde vivant, on peut aussi trouver des représentations, des images qui sont susceptibles d'être des portes à même de nous ouvrir des chemins d'attention et de sensibilité plus riches aux plantes, aux animaux, aux milieux. Mais c'est un acte de foi parce que, je veux dire, statistiquement, je veux dire, le ratio n'est pas exactement équivalent. Et surtout, ça exige... c'est assez... assez compliqué parce que ça exige d'avoir... Parce que moi-même, je suis une héritière de cette culture-là. Ça veut dire que mon œil est héritier aussi de cette manière de voir le monde vivant comme décor, choses secondaires, inanimées, beaucoup moins intéressantes que ce que font les humains, dépourvues de qualité qui seraient susceptibles de capturer mon attention, etc. Et donc, ça
suppose aussi de travailler avec un œil qui est toujours dans une position un peu, comment dirais-je, schizophrénique, c'est-à-dire où je vois comment l'œil moderne voit, mais j'essaye de voir comment voir autrement, parce que l'hypothèse aussi dans la démarche d'histoire de l'art que j'essaye de mener, c'est qu'il y a aussi plein d'œuvres à qui on n'a pas posé les bonnes questions. C'est-à-dire comme on n'avait pas comment dirais-je, des outils, qu'on n'avait pas des outils de sensibilité apportés par les sciences humaines, les sciences naturelles, etc., au monde vivant, qu'on n'avait pas aussi le contexte de la crise écologique qui est le nôtre aujourd'hui, évidemment. Il y a plein de moments où, finalement, il y a des choses qui ont pu rester invisibles dans les œuvres parce que les questions qu'on leur posait étaient animées par d'autres problèmes, les problèmes de cette époque-là, et que ces œuvres résolvaient les problèmes qui animaient les historiens d'art et les critiques d'art de cette époque-là, et qu'aujourd'hui, et c'est là peut-être où on est à un point, on a une démarche qui n'est pas similaire, puisque Grégory est un historien et moi une historienne de l'art, mais où sous certains aspects, comment dirais-je, j'ai fortement conscience que parfois je pose des questions, que ma question est anachronique. Ma question est anachronique aux œuvres, parce que ma question est vraiment enracinée dans la situation historique contemporaine qui est la nôtre, qui est la question de la crise de l'habitabilité de la Terre. Et probablement que si je ne vivais pas dans cette époque-là, je ne poserais pas ces questions à ces œuvres. C'est-à-dire, comment avez-vous représenté le monde vivant? Que pouvez-vous m'apprendre de ce que peut être le monde vivant? Donc l'origine de la question est anachronique, puisqu'elle appartient fondamentalement à ma situation historique contemporaine. Après, tout l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de probité dans l'analyse des œuvres pour ne pas complètement les tordre dans tous les sens. Et donc ça veut dire... mais comme ce que je cherche, c'est une attention animante, riche, plurielle au monde vivant, ça, il me semble que par contre, ça existait à plusieurs époques. C'est juste le point de départ de la démarche qui est anachronique. Et après, il faut effectivement créer tout un réseau d'indices, être très, très probe, le croiser avec des sources, etc., pour voir si raisonnablement on peut formuler l'hypothèse que dans ce tableau, le peintre a représenté cet animal, cette plante, de manière autrement que comme un élément de décor, autrement que comme un symbole, autrement que comme une métaphore humaine, autrement que comme un miroir. Voilà. Peut-être moi ça m'intéresserait aussi de vous entendre, Estelle, mais puisque vous enseignez dans une école d'art, sur la façon aussi dont quand même toute une nouvelle génération d'artistes porte son attention justement sur d'autres formes produits. On a parlé des formes, des artefacts humains. Évidemment, il y a quantité d'autres formes produites par les non-humains, par le vivant non-humain qui aujourd'hui, que les artistes contemporains regardent, observent, laissent pousser. On a vu apparaître des expositions jardins, des expositions laboratoires. Peut-être un mot quand même sur les jeunes artistes ou futurs artistes que vous accompagnez, mais sur leur façon, eux, comment ces questions-là innervent du coup leurs travaux, leurs réflexions. Est-ce que vous avez l'impression du coup que c'est qu'il y a eu quand même un changement un peu de paradigme, ou est-ce qu'ils sont eux aussi dans cette approche schizophrénique dont vous parliez, conscients d'interroger le monde avec C'est très compliqué d'être un jeune artiste aujourd'hui. Moi, c'est ce que je me dis en sortant de cours tous les jours. Je me dis, mon Dieu, je suis bien contente de ne pas être une jeune artiste. Parce qu'ils sont dans une sorte de double contrainte constante. Évidemment, il y a une sorte de, on va dire, de mieux, que je peux illustrer par cette anecdote, qui est que une ancienne élève à moi, il y a 6 ans, est rentrée aux Beaux-Arts de Paris. On lui a demandé à l'oral ce qui l'intéressait.
elle a dit, moi ce qui m'intéresse c'est la nature, et là le jury, d'après ce qu'elle raconte, a ri. Mais pas de manière bienveillante, un peu en mode, bon, oui. Et lui a dit, mais plus sérieusement. Et donc elle est venue me voir en me disant que effectivement elle avait beaucoup de gratitude pour la création de cette chaire, parce que tout d'un coup elle avait l'impression que ça avait une sorte de légitimité de pouvoir s'intéresser à la nature. Bon, en école d'art on fait moins de distinctions conceptuelles entre les on parle encore de nature, mais effectivement, cette anecdote a l'air un peu, enfin, toutes les limites de l'anecdote, mais en même temps est assez symptomatique au sens où effectivement, jusqu'à très récemment, on va dire le seul avantage dans cette situation, enfin un des avantages dans cette situation très tragique qu'on est en train de vivre, c'est que tout d'un coup s'intéresser à la nature devient politique, ce qui avant n'était pas le cas. Et avant, vous étiez juste une sorte de poète romantique qui s'intéressait aux petites fleurs et aux oiseaux et qui donc n'avait absolument aucune crédibilité artistique. Donc, ça résout ce problème pour eux, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une sorte de mise en valeur du traitement de ce sujet. Et néanmoins, on a eu encore une conversation cet après-midi tout à fait d'une jeune artiste qui expliquait que comment faire aujourd'hui, parce qu'elle s'intéresse au monde vivant, mais en même temps, dès qu'elle présente le monde vivant dans une œuvre, elle se dit qu'il faudrait qu'elle présente toujours en même temps les pratiques d'exploitation et de violence à son égard, sinon elle a l'impression qu'elle est en train d'invisibiliser et de participer à un processus de complicité silencieuse, etc. Et en même temps, parfois, c'est pas forcément ce qui l'intéresse toujours. Parfois, elle voudrait juste parler de ses fleurs, par exemple. Et donc, ils sont dans des tensions très compliquées. D'autant plus, et c'est ce dont on a parlé cet après-midi, qu'il me semble qu'on est dans un moment en art contemporain qui est un peu où on a une sorte de prise de conscience collective de l'importance du monde vivant, mais où pour l'instant nos relations au monde vivant ne sont pas suffisamment riches pour que la question de la dénonciation, de la critique des pratiques d'exploitation et de violence ne prenne pas toute la place. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dès que c'est ce qu'on veut maintenant, c'est devenu une sorte d'attendu, de passage obligé, des œuvres qui abordent le monde vivant sous une forme ou une autre. Bien sûr, ce serait un problème que les œuvres n'en parlent, qu'aucune œuvre n'en parle, mais à mon sens, le fait que ce soit exigé de chaque œuvre et que ce soit potentiellement, maintenant les étudiants me disent, mais j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je vais me faire démolir à mon jury, etc. Alors même que ça, si elle s'intéresse aux fougères, ça n'a absolument, je veux dire, aucune espèce de relation directe avec les fougères. À mon sens, ça dit la pauvreté des relations qu'on a effectivement avec le monde vivant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, le monde vivant n'est entré dans le monde culturel actuellement que sous le mode de la crise. Et donc c'est parce qu'il disparaît, parce qu'on s'y intéresse, mais du coup il y a une sorte, à mon avis, de très grand chantier à ouvrir, de pluralisation des relations, des modes d'existence de ce monde vivant dans les œuvres, qui n'a pas, comme toutes les entités avec qui on entretient des relations riches dans le monde, n'a pas à se réduire à une seule dimension aussi importante, centrale dans nos vies contemporaines, tragique, révoltante soit-elle. Pour tout être, pour toute entité exister suivant une unidimension, c'est toujours quelque chose d'extrêmement appauvrissant, qui ne fait pas justice à l'être que vous présentez. Et donc, à mon avis, c'est ça aujourd'hui, pour les jeunes artistes qui s'intéressent à cette question, c'est ça qu'il faut arriver à, comment dirais-je, à imposer. Et à imposer aussi de pouvoir créer des œuvres qui soient en tension, qui ne vont pas tout entières dans une même direction, de dénonciation, de critique, etc., même si c'est important, mais aussi arriver à, quand on a des relations riches à une entité, on a aussi des relations contradictoires avec cette entité, ça fait partie de la richesse d'une relation, et donc arriver à faire exister différents visages de ce monde vivant, différentes relations à lui dans une même œuvre. Pour moi, ce serait quelque chose qui serait passionnant à voir. Il y en a, bien sûr, il y en a déjà. Mais Je
peux partager une anecdote, cette fois-ci, elle me concerne. C'est quand j'ai commencé à faire le travail sur l'histoire orientale de Versailles, j'ai dû commencer il y a 10 ans, j'avais appelé le centre de recherche Château de Versailles, il a dit je voudrais faire une histoire orientale du Château de Versailles, il m'a répondu ah mais non, mais à Versailles on n'a pas de nature, on a des fontaines, on a des jardins, mais non, on n'a pas de nature. Donc il ne voyait absolument pas l'intérêt, je pense d'ailleurs qu'il ne voit toujours pas l'intérêt, même s'il connaissent l'existence de Moïse. Dans le fond, voilà, ça n'a pas changé l'histoire qui est racontée, mais j'aime beaucoup ce que tu dis sur cette question effectivement, de ces injonctions, et puis de garder les contradictions. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant à chaque fois que j'ai collaboré avec des artistes, c'est parce qu'ils produisent des formes, des œuvres sous plein d'autres choses, que ce soit une performance ou autre, c'est que justement, ils ne sont pas la différence de moi, qui doit écrire, ils ne sont pas obligés de résoudre les tensions. Et du coup, ils font apparaître ce que je ne comprends pas. Ce qui m'intéresse beaucoup dans les œuvres, c'est le moment où je vois voilà quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve ça très inquiétant, au contraire, quand une œuvre montre quelque chose qu'on comprend. Et parfois, c'est un petit peu le travers de l'art écologique quand il est trop démonstratif. Et du coup, quand on est dans les ambivalences, quand on est dans les contradictions, eh bien, on a des leviers, des choses sur lesquelles on peut appuyer, des choses, et on est face avec des artistes qui ont une autre langue, et qui, avec une autre langue, un autre type d'enquête, d'autres moyens, eh bien, font un chemin, et ça crée des échos, des résonances. Enfin, mais par contre, il faut avouer que c'est assez difficile c'est un chemin de croix de défendre ça dans l'institution. Voilà, donc moi j'utilise un petit peu ce biais-là qui est de dire mais regardez, dans l'histoire de l'art, il y a tout ça. Dans l'histoire, il y a l'histoire environnementale. Enfin, et à la fin, ce que j'aimerais, mon souhait, c'est qu'il y ait un moment où l'histoire environnementale disparaisse et qu'on fasse plus que de l'histoire, mais qu'une histoire qui ne puisse pas s'écrire juste avec un tableau immobile derrière où on dit voilà, c'est la nature et l'ensemble des non-humains, ils sont à l'arrière-plan de l'histoire faite par les êtres humains. Et c'est ce paradoxe, c'est qu'en même temps on lutte contre cette forme d'extériorité qui produit cette conscience environnementale. En fait, la conscience environnementale est produite par l'extériorité. Donc le but, c'est à la fin, serait de réussir à la dépasser complètement. Mais pour ça, il faut passer par ces ambivalences, par ces mystères, par... Oui, bah, je rejoins complètement Grégory. Enfin, moi, je suis particulièrement horripilée par le fait qu'une œuvre aujourd'hui qui aborde le monde vivant sous un biais soit qualifiée d'art écologique ou parce que enfin, je veux dire, le monde vivant est bien plus vieux que nous, donc c'est quand même extraordinaire qu'on arrive quand même à réduire comment dirais-je, ce peuple extrêmement important d'êtres qui constitue le monde vivant à ce tout petit prisme, alors même que le monde vivant mérite d'occuper les œuvres, d'habiter les œuvres et d'intéresser les humains, bien sûr à l'aune de la crise qui est la nôtre, mais aussi en vertu du fait que nous partageons 3,8 milliards d'années communes et qu'ils rendent possible notre existence à chaque instant et qu'ils font comme nous, pas plus, pas moins, des choses extraordinaires. Et c'est aussi ça, comment dirais-je, changer la place du monde vivant dans notre culture, c'est qu'il ne soit pas, enfin en tout cas dans les arts, qu'il ne soit pas uniquement présent sous la forme de victime dans la crise écologique, ce qui est bien sûr aujourd'hui malheureusement extrêmement prégnant et définitoire, mais d'essayer de pluraliser ces figures, ces visages qui ne font pas du tout justice sinon à la complexité du vivant, et ne pas faire justice à la complexité du vivant, c'est aussi une des grandes armes de l'exploitation sans égard issue du naturalisme moderne. Donc il y a vraiment un enjeu à essayer de défendre la complexité de ce monde. Ouais. Et dans ce travail, ce processus que tu décris, on est d'ailleurs en train de déplacer le concept même de vivant,
qui est plus simplement, on sait que ça a d'abord été animalocentré, après il y a les arguments d'Emmanuel Ecochia, il y a le végétal, il y a tous ceux qui n'ont pas la locomotion, mais aujourd'hui on se rend compte que le vivant, ce sont tous les processus, y compris des êtres qui ne sont pas, comment dire, voilà, qui n'ont pas, y compris même des roches. Je travaille en ce moment avec des architectes, Clément Périssé, Alice Grégoire, qui a été pensionnaire à la Villa Médicis, qui a fait un travail extraordinaire sur la Villa Médicis, qui s'appelait Pierre vivante. Et en lisant les façades et les matériaux, effectivement, le travertin, ce sont des êtres qui ont été cristallisés à un moment. C'est une pierre qui est vivante, et d'ailleurs dans laquelle on peut la lire, c'était leur expression, on peut lire, puisque c'est produit par la photosynthèse. Et donc la pierre est vivante. Et d'ailleurs, un des enjeux aujourd'hui les plus difficiles pour les musées, en termes de développement durable, c'est pas de gérer leurs déchets ou de mettre des LED, ça a priori le savent le faire. Bon, les touristes, c'est autre chose. Mais c'est la question même des façades. C'est-à-dire que cette peau qui les enveloppe, elle est aujourd'hui altérée par des processus géochimiques. Et là, on rentre dans un monde tout à fait inconnu. L'altération des façades du Louvre, avec 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, là, on ne sait pas comment faire du tout. Voilà. Ce qui veut dire, par contre, du coup, ça me fait penser à cette question que vous posiez par rapport au nombre de visiteurs, hein, qui est une des formes du musée monde, du musée global. En fait, le musée, c'est globalisé. Hein. Et la prise de conscience aujourd'hui de l'enjeu écologique dans les musées français date en fait de la crise du Covid. Quand le musée s'est arrêté, ils se sont rendus compte du poids que ça avait, donc c'est une transition toute récente. Il y a une réponse par rapport à cela, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait défendre, qui est de dire, eh bien, il faut travailler sur les images et les œuvres pour les réinterpréter sans cesse, et dans ce geste où on réinterprète les collections, on montre que on peut retourner au musée. On n'a jamais fini de retourner sans cesse au musée de la manière. Pourquoi n'y a-t-il que 10% de Français parmi les visiteurs du Louvre et très très peu de Parisiens? Parce que les gens disent, bah oui, mais je suis déjà allé au Louvre. Mais non, personne n'est jamais allé au Louvre. On n'a jamais fini d'aller au Louvre. Et on peut sans cesse le redécouvrir et poser des questions nouvelles. C'est très écologique ça de retourner au musée. C'est vrai. On vous remercie beaucoup l'une et l'autre pour cette très belle présentation. Et merci. Merci à vous aussi.